Et salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Aujourd'hui, on va parler d'or, de dollars et de bitcoin, et en particulier, on va s'intéresser à la psychologie d'investissement et aussi à la notion de valeur dans la rareté. On a vraiment pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui, et pour pas que ça fasse des vidéos trop longues, je vais la couper en deux parties. Et pour ne pas perdre davantage de temps, je te propose de tout de suite basculer sur mon écran pour rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais, aujourd'hui on va parler d'or, de dollars et de bitcoin, et pour commencer, on va déjà introduire la notion de paiement. En soi, un paiement, ce n'est rien d'autre qu'un échange entre deux biens. Pour faire simple, tu as 1 euro dans ta poche et tu veux t'acheter une pomme, et ben tu vas échanger ton euro contre une pomme. Il y a donc bien un échange qui a lieu parce que tu remplaces une chose par une autre. Maintenant, si on regarde un petit peu comment ça se passait historiquement, tu imagines bien que le dollar, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent dans l'histoire de l'humanité. À l'époque, cet échange dont je parlais à l'instant se faisait par un système de troc. À l'époque, il n'existait pas de système de monnaie, donc tu échangeais un bien contre un autre. Je vais reprendre mon exemple de pomme dont je parlais à l'instant. Je suis quelqu'un qui a envie de s'acheter une pomme, et moi je suis producteur de paniers en osier. Donc moi, ce que j'ai en ma possession, c'est un panier en osier que j'ai produit et que je suis prêt à échanger. Et en contrepartie, j'aimerais idéalement avoir des pommes. Par contre, dans ce scénario, il y a une incertitude, c'est que je ne sais pas si le producteur de pommes, il a besoin d'un panier en osier. S'il a effectivement besoin d'un panier en osier, très bien, on peut faire l'échange tel quel, c'est super. Mais admettons maintenant qu'il a déjà tellement de paniers d'osier qu'il n'en a pas besoin, ou en tout cas il n'en a pas assez besoin pour troquer ses pommes contre un panier en osier, et bien du coup l'échange ne va pas se faire. Donc moi maintenant je vais demander au producteur de pommes de quoi il aurait besoin. Il va me répondre, je dis n'importe quoi, j'ai besoin d'un poulet. Ce qui se passe maintenant, c'est que moi, je vais aller voir avec mon panier d'osier quelqu'un qui a un poulet, qui veut bien échanger mon panier d'osier contre un poulet. Et donc, c'est seulement maintenant que moi, je vais pouvoir troquer mon poulet contre des pommes. Rien que par cet exemple tout bête, on comprend tout de suite en fait l'intérêt d'une monnaie comme le dollar. Parce que dans le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec mon panier d'osier, j'aurais pu l'échanger contre du dollar, donc le vendre. Et avec mes dollars, derrière, j'aurais pu m'acheter des pommes. Le dollar devient donc un intermédiaire dans ce système d'échange, mais par contre, dans le système de troc tel qu'on l'a vu à l'instant, justement, il manquait cet intermédiaire. Rien que par cet exemple assez simple, on a vu les grosses limitations de ce système. L'une des limitations, c'est celle qu'on a vue à l'instant avec ce que je vais appeler, entre gros guillemets, les paires d'échanges. Ce que je veux dire par là, on l'a vu à l'instant, c'est que la première paire d'échanges, le panier d'osier contre la pomme, n'était pas possible. Donc du coup, j'ai dû trouver une autre paire d'échanges, panier d'osier, poulet, et ensuite encore une autre, poulet, pomme, pour finalement, avec mon panier d'osier, avoir ma pomme. Il y a une autre grosse limitation dont on n'a pas forcément encore parlé, mais c'est la notion du temps ici. Quand toi tu es producteur de pommes, et du coup tu vas récolter tes pommes une fois dans l'année, mais une fois qu'elles sont récoltées, tu as intérêt à vite t'en débarrasser ou à vite les vendre, à vite les troquer, parce que sinon elles vont tout simplement pourrir. Du coup, dans ce système de troc pur et dur, tu n'as pas du tout de notion d'épargne. Tu ne peux pas épargner des pommes, ça paraît logique, tu ne peux pas les garder trop longtemps, sinon elles vont pourrir. Donc tu as vraiment cet intérêt à vite t'en débarrasser. Tu me diras certainement, et d'ailleurs à juste titre, que j'ai énormément simplifié quelques notions, on va dire, dans ce système d'échange, dans ce système de troc. Et encore une fois, tu as raison, mais on va dire, ça permet de poser les bases pour ce qui va suivre dans la discussion. Donc maintenant, il y a des centaines et des milliers d'années qui se passent. Petit à petit, il y a l'or qui fait son apparition dans le système de troc. Et petit à petit, cet or, justement, il s'établit comme un intermédiaire dans les échanges. Quand je parle d'intermédiaire, je parle d'intermédiaire comme le dollar dont je te parlais juste avant. Et donc là, d'un coup, on a un moyen d'échange qui est accepté par tout le monde, par tout le système, entre guillemets, économique. Autrement dit, vu qu'il est accepté par tout le monde, on va dire, je vais l'appeler ici un moyen d'échange universel. Tu te rappelles, à l'instant, je parlais des paires d'échanges et des complications que ça pouvait amener. Et bien maintenant, d'un coup, avec l'or, tu as énormément simplifié cette notion de paire d'échange parce que tu n'as plus qu'une seule paire par produit. Maintenant, tu as par exemple la paire pomme sur or. Et maintenant, du coup, tu es capable d'exprimer la valeur de quelque chose en une seule et même unité. À savoir, dans ce cas précis, tu exprimes la valeur de ta pomme dans un poids d'or. Avec l'or, on a quelque chose qui est fongible. Tu te rappelles de la notion de quelque chose qui est fongible, on en parlait dans les vidéos précédentes.
Ce que ça veut dire, c'est que si tu as deux petits morceaux d'or qui font chacun 1 gramme, même si ce n'est pas exactement les mêmes morceaux, évidemment, mais vu qu'ils font tous les deux 1 gramme, eh bien, tu peux faire exactement la même chose avec ces deux petits morceaux d'or. Tu peux les échanger l'un contre l'autre et ça ne fera aucune différence dans la valeur de l'or que tu as dans ta main. On a d'un coup quelque chose qui devient aussi transportable. Admettons, toi, tu travailles avec des produits qui sont très très lourds et très très volumineux, qui sont donc par définition difficiles, on va dire, à transporter, notamment dans un système de troc. Et bien d'un coup, tes produits volumineux, tu les as vendus contre de l'or, et l'or, maintenant, tu peux beaucoup plus facilement le transporter pour aller t'acheter quelque chose d'autre avec. On a aussi quelque chose qui d'un coup devient divisible. Admettons, tu es propriétaire d'un gros morceau d'or, en fait, rien ne t'empêche de le couper en 3, en 4, en 5. L'or en soi ne perd pas de sa valeur. C'est juste que tu as maintenant 5 petits morceaux d'or qui te permettent d'acheter 5 choses différentes en même temps. On retrouve aussi la notion du temps dont on parlait à l'instant. Parce que pour le coup, quand tu es producteur de pommes et que tu échanges tes pommes maintenant contre de l'or, et bien là où tes pommes pouvaient se dégrader et pouvaient pourrir, et bien maintenant si tu as de l'or, et bien l'or ne se corrode pas. Donc là, en d'autres termes, tu peux garder ton or aussi longtemps que tu veux, il ne va pas s'abîmer. En d'autres termes, et c'est d'ailleurs un petit peu lié, on peut maintenant commencer à parler de réserve de valeur. Là où avant tes pommes, si tu n'arrivais pas à les vendre, tu allais forcément perdre de la valeur parce que les pommes pourrissaient. Maintenant justement avec l'or, tu peux préserver tes richesses. Et là, d'un coup d'un seul, on introduit la notion d'épargne. Donc si tu es un producteur de pommes et que tu as eu énormément de pommes cette année, tu as tout réussi à vendre, effectivement une partie de l'or que tu as récolté, tu vas t'en servir pour acheter des choses dont tu as besoin. Mais si tu as un excédent en or, tu vas pouvoir mettre cet or de côté pour l'épargner, pour en faire quelque chose ou autre chose plus tard. Voilà, je pense que ces quelques exemples très très simples permettent d'assez facilement comprendre à quel point l'introduction de l'or comme moyen d'échange peut accélérer tout un système économique de l'époque. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour discuter de la notion de valeur. Qu'est-ce qui fait que quelque chose peut avoir de la valeur? On peut déjà commencer par parler de la notion d'utilité, et notamment biologique. Je reprends encore une fois l'exemple de ma pomme à l'instant. La pomme, intrinsèquement, elle a une réelle utilité biologique, parce qu'elle me permet de me nourrir, elle me permet de ne pas mourir de faim. Maintenant, si on reparle de l'or, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas me nourrir d'or, donc quelque part, l'or n'a pas de valeur biologique. Maintenant, on peut aussi parler d'une utilité type industrielle. Typiquement, un exemple tout bête ici, ce serait du pétrole. Du pétrole, dans l'industrie, tu en as besoin de partout. C'est un carburant, avec du pétrole tu fais plein de choses industrielles, des plastiques, des polymères, peu importe. Le pétrole, il a une réelle utilité industrielle. Maintenant, si on revient encore sur l'or, alors aujourd'hui, effectivement, il y a bien des applications industrielles à l'or, mais par contre, on va dire à l'époque, à part faire des bijoux, il n'y avait pas de réelle utilité industrielle à l'or. Maintenant, on va un petit peu s'intéresser à l'aspect psychologique de la chose. On va déjà commencer par quelque chose de tout bête et on va parler de la notion de l'habitude. Quand tu as quelque chose qui est utilisé pendant des années, des dizaines d'années, des centaines d'années et des milliers d'années, tu commences à avoir un historique. Tu te dis que l'or a été utilisé pendant des milliers d'années et globalement il a soit pris de la valeur, soit en tout cas pas perdu de valeur. Donc par ce biais de l'historique, tu as une certaine confiance qui s'installe. Maintenant, toujours dans l'aspect psychologique de la chose, parlons un petit peu de la notion de rareté. L'or, tu le sais aussi bien que moi, c'est un métal précieux, on le trouve dans la croûte terrestre, dans les mines, mais par contre, tu seras d'accord avec moi pour dire que sur Terre, il y a une quantité limitée, une quantité finie d'or. Même s'il y a encore certainement aujourd'hui des endroits dans la croûte terrestre où il y a de l'or qu'on n'a pas encore trouvé, ça ne change pas le fait que sur Terre, il y a une quantité d'or qui est finie, qui est limitée, elle n'est pas illimité. Donc par définition, quand on parle de quelque chose qui n'est pas illimité, on parle de quelque chose qui est plus ou moins rare. Je disais donc que l'or était présent sur Terre dans des quantités finies, et donc par définition, quand tu as quelque chose qui est disponible seulement en quantité finie, en quantité limitée, tu as une inflation qui est elle aussi limitée. Pour faire un petit exemple rapidement, on repart donc quelques milliers d'années en arrière dans une ville où il y a un système économique qui s'est créé autour de biens de consommation comme de la nourriture par exemple, mais qui s'échangent contre de l'or. Dans ton système économique, il y a donc un certain équilibre qui s'est installé.
tu as une certaine demande pour des biens de consommation et tu as aussi une certaine quantité d'or qui circule sur le marché. Si maintenant pour X ou Y raison, dans ton système économique, tu as maintenant la quantité d'or disponible et circulant sur le marché qui est doublée, eh bien mécaniquement par le principe de l'offre et de la demande, l'or que tu avais dans ta main a maintenant perdu de la valeur. La demande pour les biens de consommation, elle est restée exactement la même, sauf que maintenant tu as 2 fois plus, on va dire, entre guillemets, de monnaie en circulation sur le marché. Donc la monnaie que tu avais auparavant, maintenant, elle vaut 2 fois moins. Donc ça, c'est de l'inflation. Et donc, ce qui est important de comprendre ici, je le répète, quand tu as des quantités qui sont finies, qui sont limitées, tu as aussi une inflation qui est finie et limitée. Maintenant, on va un petit peu pimenter tout ça et on va parler des sentiments et des émotions qui sont générés par la rareté. C'est assez intéressant à observer, mais dans la psychologie humaine, la rareté crée un sentiment d'urgence. Et là, il y a un exemple qui est hyper parlant et je suis sûr et certain que tu en as entendu parler lors du Covid. C'est l'exemple du papier toilette. Je ne sais pas pourquoi, un jour, il y a un champion du monde qui a dit « Attention, on va être en pénurie de papier toilette ». D'un coup, il y a une espèce d'hystérie qui s'est créée autour du papier toilette et d'un coup, tout le monde voulait absolument acheter du papier toilette en quantité phénoménale. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait y avoir une pénurie en papier toilette, donc en d'autres termes, il a dit que le papier toilette allait devenir rare, et immédiatement ça a créé un sens d'urgence dans la tête de beaucoup de personnes qui se sont donc toutes jetées sur le papier toilette. Donc rien que par le fait que le papier toilette était devenu quelque chose de rare, il était devenu désirable dans la tête de beaucoup de personnes. Un autre sentiment qui est généré par la notion de rareté de quelque chose, c'est la notion d'importance. Ça paraît assez logique, parce que quand avant tu avais un producteur de paniers en osier, tu avais un producteur de pommes et un producteur de poulet, chacun des 3 producteurs détenait une certaine richesse, mais c'était très compliqué de comparer les richesses entre les 3 producteurs. Maintenant, avec l'or notamment, tu as une manière, tu as une possibilité de mesurer et de comparer la richesse des uns par rapport aux autres. Ça crée donc un sentiment d'importance parce que tu peux maintenant comparer tes richesses avec celles du voisin. Mécaniquement, en tout cas c'est souvent le cas, quand tu as beaucoup de richesses dans une société, tu es considéré comme quelqu'un qui est important. Je dis ça, c'est certainement très vrai aujourd'hui, mais c'était aussi vrai dans le passé. Un autre sentiment que crée la rareté, c'est le désir. En anglais, il y a un proverbe qui dit « People want what they cannot have » et en français, ça se traduirait par « Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir ». Et c'est un phénomène qu'on peut observer par exemple dans les voitures de sport, dans les voitures de luxe. Prenons maintenant l'exemple par exemple d'une Ferrari. Il y a énormément de gens qui ressentent ce désir d'avoir une Ferrari, mais ils ne savent même pas expliquer la vraie raison pour laquelle ils veulent avoir cette Ferrari. Ils vont te dire oui, alors parce que j'adore la mécanique, j'adore les belles voitures. C'est oui, d'accord. Mais fondamentalement, c'est de la psychologie. Ils désirent quelque chose qu'ils ne peuvent souvent pas avoir. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais on retrouve d'ailleurs ce même phénomène chez les personnes très fortunées qui ont déjà 5 Ferrari dans leur garage. Si demain Ferrari sort une nouvelle voiture en édition limitée avec seulement 50 exemplaires sur toute la planète, et bien par le fait de limiter cette série à 50 exemplaires, ils créent justement cette notion de rareté même dans les Ferrari et ils vont de cette manière convaincre les personnes fortunées de rajouter encore une 6e voiture, une 6e Ferrari dans leur garage. Objectivement, ils n'en ont pas du tout besoin, la voiture va peut-être jamais bouger, mais au moins ils ont satisfait leur sentiment de désir en achetant cette pièce, cette voiture en quantité limitée. J'imagine que tu vois où je veux en venir. Ils ont maintenant quelque chose que les autres n'ont pas, mais non seulement ils ne l'ont pas, mais en plus de ça, ils ne peuvent pas l'avoir. Rien que par rapport à ça, tu comprends pourquoi ça leur donne de l'importance, ou en tout cas, on va dire, ce sentiment d'importance. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette partie-là de la vidéo, c'est que la rareté peut directement donner une valeur à quelque chose. Le fait que quelque chose soit rare et disponible seulement en quantité limitée, ça lui donne directement de la valeur aux yeux de certaines personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que tu retiennes pour la suite de la vidéo, notamment quand on parlera du Bitcoin et de sa rareté. Maintenant, je reviens rapidement sur l'or en soi. Dans la vidéo, on a vu que l'or, à la base, ou dans le passé plutôt, était utilisé comme moyen d'échange. Aujourd'hui, dans notre société moderne, l'or n'est plus un moyen d'échange, mais est plutôt un moyen d'investissement. L'or est considéré comme une réserve de valeur, et l'or est considéré comme une protection contre l'inflation. Ce qu'il faut se dire ici, c'est qu'on lui attribue une valeur qui est psychologique, parce que fondamentalement, l'or, on ne s'en sert pas, on ne peut pas le manger. Industriellement, les applications sont relativement limitées, donc c'est notre esprit, c'est notre psychologie qui fait qu'on attribue de la valeur à l'or. Dans le passé, ça s'est établi comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme une vérité absolue parce que c'est vérifié et vérifiable dans le passé.
Mais fondamentalement, ce n'est rien d'autre que de la valeur psychologique. Encore une fois, hein, essaie de bien garder ça en tête quand on parlera dans la prochaine vidéo du Bitcoin, qui est considéré comme l'or numérique, comme l'or digital. Bon, voilà donc ce que je voulais voir dans cette première partie de la vidéo. Tu as vu, on a vraiment fait des bases aujourd'hui. On a vraiment vu les fondamentaux, mais ça permettra dans la deuxième vidéo de construire là-dessus. Dans la deuxième vidéo, on va parler de l'apparition des monnaies telles qu'on les connaît aujourd'hui, comme le dollar. Et pour finir, on terminera justement sur le Bitcoin pour savoir comment le Bitcoin s'intègre dans toute cette notion de système économique. Merci donc d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était clair. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Comme d'habitude, tu connais le principe, un abonnement et un like, ça aide énormément la chaîne et en plus, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Encore merci et je te dis à la prochaine sur le Prisme.